Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Ouali. Nariman, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité ce drame à Oran, 4 décès dans un glissement de terrain au quartier des Planteurs, une délégation ministérielle est dépêchée sur les lieux. Importante opération d'importation d'ovins en prévision de l'Aïd al-Adha, après Alger, Oran et Djidjel, une cargaison de 14 000 têtes arrive à Skikda. Le ministre de la Communication appelle les professionnels des médias à davantage de vigilance et de crédibilité, notamment face aux défis de l'heure, l'importance de l'action médiatique sur la cause palestinienne soulignée. Le principal port iranien dévasté par une explosion qui a fait 28 morts et 1 millier de blessés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes. Football demi-finale, retour de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine jouera à 17h face au RC Barkhane au stade Hamlaoui. Madame, Monsieur, bonjour. Le quartier des Planteurs à Oran a vécu une tragédie cette nuit. La mort de 4 personnes dans un glissement de terrain ayant provoqué l'effondrement de 5 habitations précaires. Une délégation composée des ministres de l'Intérieur, de l'Habitat et de la Solidarité, ainsi que des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Protection civile est dépêchée sur les lieux. Avec nous en direct, notre correspondant Hamza Belmadani pour plus de détails. Bonjour Hamza. Bonjour Nariman, donc la délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux du glissement du terrain qui a été enregistré dans le quartier des Planteurs. Donc à sa tête le ministre de l'Intérieur, ils ont écouté les préoccupations des personnes sinistrées. Le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer les familles sinistrées en annonçant que des commissions techniques vont commencer des opérations d'expertise des immeubles pour reloger les personnes qui sont en danger dans les plus brefs délais. Donc le glissement de terrain qui a eu lieu hier soir a malheureusement coûté la vie à 4 personnes. Le dispositif sécuritaire de la protection civile, de la Sûreté nationale et de la gendarmerie nationale est toujours maintenu pour la surveillance des lieux. La protection civile avait mobilisé d'importants moyens composés de 4 camions d'intervention, 5 ambulances, une équipe de recherche et d'intervention au milieu périlleux, l'unité cynotechnique et plus de 150 éléments tout grade confondus. Merci Hamza Belmadani, vous étiez en direct avec nous à partir du quartier des Planteurs à Oran où s'est produit ce drame cette nuit. Une délégation a été dépêchée sur place composée de plusieurs ministres, celui de l'Intérieur, de l'Habitat et de la Solidarité, ainsi que des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Protection civile. Pour rappel, le Wali d'Oran s'était déplacé tôt ce matin sur les lieux avant de se rendre à l'hôpital au chevet des blessés. Sur instruction du président de la République, l'opération d'importation des ovins en prévision de l'Aïd al-Adha se poursuit et s'accélère. Après Alger, un navire a accosté hier à Oran, suivi d'un autre à Djidjel avec à son bord plus de 10 000 têtes. Ce matin, c'est au port de Skikda, 14 000 têtes en provenance de Roumanie. La vente des moutons devrait intervenir dès le début du mois de mai. Les espaces de commercialisation se mettent en place au niveau des communes. La campagne moisson-battage débute dans quelques jours. La logistique est mobilisée pour garantir l'opération. Des centres de stockage supplémentaires sont prévus. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Hamid Ben Saad, au micro de Mohamed Farouk. L'État accompagne grâce au soutien qu'elle accorde en matière d'engrais de semences et également un accompagnement technique via toutes les institutions techniques. Aujourd'hui, nous sommes sur certains calibrages et recentrages de dispositifs. À l'effet, la première des choses, c'est d'arriver à récolter le maximum de notre production, éviter les pertes et également sensibiliser et obliger les agriculteurs, céréaliculteurs particulièrement, à livrer leur production à l'OAC parce que c'est une loi qui stipule cette disposition. Quand on observe les conditions climatiques, c'est vrai que par rapport à certaines régions du pays, ils ont bénéficié d'une pluviométrie très importante qui a permis d'avoir un bon développement des céréales. Les estimations préliminaires indiquent que certaines régions pourraient contribuer significativement dans la production. C'est pour cela que nous anticipons à mettre les moyens nécessaires pour faire une bonne campagne de moisson-battage, une bonne campagne de production qui va nous permettre de sécuriser notre production. Le projet minier de Gare du Billet est un projet intégré avec toutes ces nouvelles infrastructures qui l'accompagnent. Il s'inscrit dans une optique de valorisation des ressources minières du pays. Samir Alloun pour plus de détails.
L'exploitation du gisement de Raraj Bilet s'inscrit dans une stratégie nationale visant à valoriser les ressources naturelles, à soutenir la diversification économique tout en renforçant l'intégration industrielle, notamment à travers les nouvelles infrastructures ferroviaires qui facilitent la logistique en rapport avec le projet. Mustafa Dahou, Wali de Tindouf. Ce gisement repose sur une réserve très importante qui dépasse les 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer. Il sera également accompagné par la création de plusieurs usines, notamment une unité de traitement primaire du fer de Raraj Bilet dans la wilaya de Tindouf. Ces usines sont en cours de réalisation, la première d'une capacité de 4 millions de tonnes par an du fer. Ce projet, une fois qu'il entrera en phase d'exploitation, permettra d'éliminer totalement le problème du chômage au niveau de la wilaya de Tindouf grâce aux nombreux emplois directs qu'il créera. D'autre part, il entraînera également la création de nombreuses entreprises d'accompagnement autour de ce projet. Un projet de taille qui va contribuer à la création d'emplois pour accompagner l'exploitation optimale du gisement de Raraj Bilet. Ben Abdelkader Mustafa, directeur des énergies et des mines de la wilaya de Tindouf. Aux alentours de 4000 emplois qui seront créés une fois le projet démarre en pleine croisière. Sur le plan de l'horizon 2040, lorsque la pointe de production arrivera à 50 millions de tonnes comme c'est déjà planifié, le nombre d'emplois indirects arrivera aux alentours de 25 000 emplois. L'exploitation du gisement de Raraj Bilet accompagné par un programme d'infrastructures stratégiques constitue une étape clé dans la valorisation des ressources naturelles nationales, renforçant l'autonomie industrielle du pays. Cette dynamique de développement dérange certains partis qui tentent de nuire par des actions déstabilisatrices. L'analyse de Hassan Qassimi, il répondait ce matin à Walid Selman. L'Algérie s'inscrit dans une stratégie de développement qui permet à notre pays d'émerger. Cela ne passe pas inaperçu. Le lot des personnalités, des délégations internationales qui arrivent en Algérie, cela est une expression, une attention particulière accordée à notre pays sur le plan international. Maintenant, ce sont nos ennemis qui nous en veulent et qui cherchent à mettre un peu des entraves sur le parcours de l'Algérie en matière de développement. Et ce sont là des attitudes qui sont bien prises en charge dans le cadre de nos politiques publiques et particulièrement en matière de sécurité. Le ministre de la Communication appelle à davantage de vigilance, de professionnalisme et de crédibilité, notamment face aux défis de l'heure. Mohamed Meziane s'exprimait ce matin lors de la rencontre de l'Union de radiodiffusion des États arabes. Il a par ailleurs rappelé la position de l'Algérie sur certaines questions, palestiniennes notamment, une position qui doit se refléter sur le plan médiatique. Ces propos sont recueillis par Alim Bourado. L'Algérie réitère son soutien aux efforts de l'Union des radios arabes et le Centre arabe des échanges d'informations et de programmes. Nous accordons une importance cruciale au parcours de cet édifice arabe et qui répond aux projets décidés dont l'objectif est de mettre en place un espace adapté pour le travail des outils d'information arabes, particulièrement dans l'échange d'informations, la production et diffusion d'émissions sur des questions en rapport avec l'actualité, notamment de la question palestinienne. Et les bombardements se poursuivent à Gaza. Plusieurs martyrs recensés ce matin. Israël menace d'élargir ses opérations au niveau de cette enclave coupée de tout. On écoute à ce propos l'analyse de Ali Hamia, expert militaire contacté par Karima Bennour. Il n'y aura pas d'élargissement de la guerre à Gaza, ni ailleurs, parce que l'Américain tente de faire pression sur l'ennemi sioniste pour qu'il n'y ait pas de nouveaux fronts, parce que l'entité sioniste devient un fardeau et un lourd fardeau. Il y a d'un côté des négociations entre le Liban et l'ennemi, entre Gaza et l'occupant, là où la guerre est statique, d'ordre sécuritaire. Il pourrait y avoir des mesures prises d'ordre sécuritaire, mais sur le plan militaire, il n'en est pas question pour l'instant. Par ailleurs, le commissaire général de l'UNRWA a affirmé que les enfants de la bande de Gaza meurent de faim en raison du blocus humanitaire imposé par l'occupation. Aucune cargaison militaire n'était entreposée dans le plus grand port de commerce d'Iran où s'est produite cette explosion hier et qui a fait au moins 28 morts et plus d'1 millier de blessés. Plus de 80% des marchandises de l'Iran passent par ce port qui borde le détroit d'Ormuz par lequel transite un 5e de la production mondiale de pétrole. On écoute l'analyste politique Seyed Ghadi Afghani. Il répond depuis Téhéran à Rabea Slimani.
Le comité d'urgence a annoncé que l'incendie est maîtrisé à 85%. L'incendie est donc sous contrôle mais toujours pas totalement éteint. Le port, ce site très vaste et très important, a repris ce matin ses activités. Concernant les causes de cette catastrophe, pour le moment, il n'y a aucune déclaration officielle à ce sujet, même s'il y a des hypothèses. Avec en premier lieu le fait que le lieu de l'explosion soit un entrepôt de matières chimiques. Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur et les services de gestion des ports ont déjà mis en garde le responsable de ce site vital, lieu du drame à Bandar Abbas, sur certaines négligences et failles en matière de sécurité des conteneurs. En tout cas, aucune partie officielle ne parle de complot contre l'Iran, même si cette catastrophe coïncide avec les négociations en cours à Masqat, la capitale d'Oman, entre Téhéran et Washington. Peut-être qu'on veut torpiller ces pourparlers, mais Israël vient d'affirmer qu'il n'est pas impliqué dans ces explosions. Les tractations se poursuivent pour tenter de stopper la guerre en Ukraine. Les États-Unis rejettent la demande russe de retrait total des régions partiellement occupées par l'Ukraine. Le décryptage de l'analyste politique Bruno Drovski. C'est là-dessus que les questions se posent, et en particulier autour de la question de la centrale nucléaire de Zaporozhye, qui est aux mains des Russes, mais que les Américains aimeraient bien pouvoir sans doute contrôler pour des raisons financières. Donc c'est évidemment tout ça qui se discute. C'est pas seulement les rapports entre l'Ukraine et la Russie, c'est aussi qu'est-ce que les Américains pourront gagner à une éventuelle paix et où ils pourront avoir des secteurs économiques intéressants. C'est tout ça qui est en discussion, et j'imagine que Poutine s'en rend compte tout autant, et c'est pour ça qu'il fait monter les enchères. Ça prendra quand même encore un peu de temps. Au final, on y arrivera parce que tout le monde a intérêt, enfin sauf Zelensky qui sera le perdant de toute façon, mais c'est les Américains et les Russes qui décideront. Aujourd'hui, leur intérêt, c'est évidemment d'arriver à un accord pour le plus grand bénéfice des deux. En fait, ça, la véritable négociation, c'est quel sera le rapport de force de demain et combien les Américains pourront gagner à cet accord. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Commémoration de la bataille de Sougharas qui s'est déroulée à Oued Chouk du 26 avril au 2 mai 58, une bataille parmi les plus sanglantes de la guerre d'indépendance durant laquelle le peuple algérien a fait preuve d'unité et de détermination face à une force coloniale meurtrière. Meïssa Smaïl. La bataille a éclaté lorsqu'un groupe de moudjahidines venus de Tunisie a tenté de franchir la ligne Maurice pour acheminer des armes vers l'intérieur du pays dans la région de Sougharas. Une mission déjà très difficile, sans que ces moudjahidines ne s'attendent à la confrontation qui les attendait face à l'armée coloniale. Dr Menadi, professeur d'histoire à l'université de Sougharas. Les hauts gradés de l'armée française ont décrit cette bataille comme étant d'une intensité comparable à celle des batailles de la Seconde Guerre mondiale. La France a utilisé durant cette bataille 95 avions, ainsi que des méthodes destructrices, telles que les bombes au napalm et la politique de la terre brûlée, pour encercler les moudjahidines sur un périmètre géographique couvrant 10 communes. Il s'agit donc d'une bataille meurtrière à laquelle les moudjahidines de l'ALN ont fait face avec un remarquable génie militaire. Ahmed Boudra, ancien colonel et expert militaire et stratégique. Après le premier jour, ils ont réussi à établir un contact direct sur le champ de bataille avec l'ennemi français afin d'empêcher les avions de frapper leur rang. Dès le troisième jour, la France a imposé un blocus sévère contre les moudjahidines, mais ces derniers ont réussi à le briser grâce à l'aide des habitants de la région. Ils ont ainsi réussi à desserrer l'étau en se dirigeant vers différentes zones comme Galmat, Bessa et Skikda en petits groupes pour éviter de lourdes pertes. Ils ont également fait un excellent usage du terrain, notamment des forêts et des vallées, pour se camoufler face à l'armée française. 639 martyrs venus de plusieurs wilayas ont mêlé leur sang sur le champ de bataille, témoignant une fois de plus de l'unité incontestable du peuple algérien. L'élaboration de la première nomenclature des métiers de l'environnement lancée ce matin, une démarche qui s'inscrit dans la dynamique du développement durable et de la transition vers une économie verte. La ministre de l'Environnement Nedjiba Djilali, des propos recueillis par Lina Adouche. Le projet de création de la nomenclature des métiers de l'environnement est une vision stratégique visant à revaloriser les métiers verts et à les intégrer aux priorités nationales. Il a pour objectif de connecter la formation à l'emploi dans les secteurs émergents, à offrir des opportunités pour les jeunes et de renforcer la transition vers une économie durable. Cette initiative soutient les efforts de l'État pour diversifier l'économie, encourager l'investissement et ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse dans l'économie verte et l'innovation. La rage, une maladie grave, voire mortelle. Le nombre de morsures ne cesse d'augmenter à travers le pays. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Fazia Mahyout, chef de département à l'Institut Pasteur d'Algérie, elle répondait ce matin à la Bekralas.
Malheureusement, le nombre de morsures augmente d'année en année. Par exemple, il y a quelques années, on était à 110 000. Aujourd'hui, on est passé à plus de 200 000 cas de morsure. Donc oui, effectivement, c'est alarmant du moment que c'est un cas de morsure qui peut se transformer en cas de rage. Et par rapport au cas de rage, donc nous, l'Algérie enregistre approximativement 15 à 20 cas de rage par année qui se situent au nord et à l'intérieur du pays. On a remarqué aussi que la distribution des cas de morsure qui était principalement centralisée au niveau du nord et de l'intérieur, aujourd'hui malheureusement, sur les 58 wilayas, il y en a 57 qui sont touchés. Extrait de l'émission, ça vous concerne. L'info revient dans quelques instants. Retour dans ce journal sur l'avant-première du documentaire Zinette Alger, le bonheur, une œuvre de Mohamed Latarache qui retrace le parcours d'un grand nom du 7e art algérien, l'acteur-réalisateur Mohamed Zinette. Sidali Fares. Un film documentaire qui nous fait plonger dans l'histoire d'un acteur-réalisateur de génie, Mohamed Zinette, avec son œuvre unique, Tahia Yadido, le réalisateur du film documentaire Mohamed Latarache. On peut dire qu'il représente Alger en quelque sorte, ne serait-ce qu'au cinéma. Et lui, il a vécu en fusion avec cette ville dans laquelle il est né, il a grandi, il a tout appris dans cette ville. Et tout ça, il l'a rendu de manière merveilleuse dans Tahia Yadido, qu'il a tourné en 70, qui reste, je crois, à ma connaissance, le film qui rend le mieux ce qu'est Alger. Le ministre de la Culture et des Arts, Zohair Balalou, ne voulait pas rater la projection du film sur Zinette et son œuvre qui traite sur la Casbah d'Alger. Ce documentaire d'aujourd'hui fait un petit peu l'éloge de Zinette parce que vraiment il s'est sacrifié pour ce film. On rend hommage à ce réalisateur et beaucoup d'autres réalisateurs qui ont réalisé de grands films qui sont partis dans le cinéma. La Casbah d'Alger reste toujours le cœur battant de la capitale d'Alger. Comme l'a très bien dit Monsieur le Président, il ne faut pas oublier la Casbah d'Alger doit être vraiment le noyau de la grande Alger capitale. Les professionnels du cinéma algérien étaient présents. Ils ont salué le film sur Mohamed Zinette. On connaît toute l'histoire de Zinette grâce à ce documentaire. Grâce à Zinette que le cinéma de poésie a pu exister en Algérie. Non seulement, c'est vrai, oui, il a fait un seul film, mais il a fait un chef-d'œuvre du cinéma algérien. Bonne nouvelle pour l'œuvre de Mohamed Zinette. Tahia Yadido, elle a été restaurée et elle va être projetée prochainement à la Casbah d'Alger. Le sport, l'actualité essentiellement, c'est ce match, les demi-finales de la Coupe de la CAF, la manche retour entre le CS Constantine et RS Berkane. Ça sera cet après-midi à 17h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Je rappelle qu'au match aller, le CSC s'était incliné sur ce score de 4-0. Les Constantinois devront donc remonter cet écart de 4 buts et tenter de se qualifier pour la finale. Ça sera une mission difficile mais pas impossible pour les joueurs de l'entraîneur Kherdin Madoui. Ça sera donc, je le rappelle, à 17h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Il y aura également un match de Ligue 2, une rencontre également que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. C'est le match entre l'Étoile de Ben Aknoun et le RC Labara. Une victoire de Ben Aknoun, eh bien, serait définitivement son accession pour la Ligue 1. Et puis ça vient de tomber la liste des 26 joueurs convoqués par Majid Bougaza, le sélectionneur national des joueurs locaux pour la double confrontation face à la Gambie. Ça rentre dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires du Chan, où on retrouve 6 joueurs du Mouloudia d'Alger, 5 du Shabab Yadi de Belouizdad, 4 de la JSK et 3 de l'USM Alger pour cette liste des 26 joueurs. Merci Rostom Yahya Sherif. Redouane Siassi et Selma Figuir a été à la réalisation du 12-13. Il y avait Samir à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Benour.